Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les investisseurs se posent énormément de questions concernant les États-Unis et il faut dire qu'il y a de quoi. On a une procédure d'impeachment qui vise Donald Trump, on se demande ce que ça va donner. On a évidemment la guerre commerciale sino-américaine qui occupe les esprits depuis de longs mois. On a également une économie en fin de cycle et puis à gauche du spectre politique, on a une candidate, Elizabeth Warren, une candidate à l'investiture démocrate qui semble bien partie pour le moment et qui fait peur au marché. Alors est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les États-Unis constituent un risque ? Bon, il faut prendre toutes ces questions une par une, parce qu'elles sont assez de nature différente et elles sont toutes importantes. Alors d'abord, sur les politiques économiques de Trump, il y a un échec évident qui est les droits de douane. Enfin, je veux dire, personne ne soutient que ce soit une bonne idée. Il y a des formes de protectionnisme beaucoup plus intelligentes, d'ailleurs que les États-Unis utilisent aussi, mais tous les autres pays, à part peut-être l'Europe, qui est ce qu'on appelle le contenu local. C'est-à-dire que vous dites aux entreprises, si vous voulez vendre des produits chez nous, il faut que vous fassiez une partie importante de ces produits. Quand Dassault va vendre des Rafales aux Indiens, ils mettent de la valeur ajoutée en Inde. Quand on veut vendre des voitures aux Américains, on met de la valeur ajoutée aux États-Unis, etc. Ça, on peut appeler ça le protectionnisme intelligent, parce que ça répartit la valeur ajoutée, mais ça ne désorganise pas les flux commerciaux. Les droits de douane, c'est du protectionnisme pas intelligent. C'est du protectionnisme politique. Oui, mais si vous voulez, c'est pas malin, et puis c'est pas très efficace. C'est beaucoup plus efficace de dire aux constructeurs automobiles européens, ça serait gentil de construire des usines aux États-Unis, parce qu'ils le font, quoi. Ça crée des emplois, quoi. Et d'ailleurs, c'est la tendance du commerce mondial de se rapprocher de l'acheteur des produits. Hein, donc ça, mais bon, c'est 100 milliards de dollars, les droits de douane supplémentaires de Trump, ça fait 0,1% du commerce mondial. Donc il ne faut pas passer trop de temps là-dessus. Non, il ne faut pas surestimer l'incidence que ça a. Et je trouve que même les grandes organisations internationales comme l'OCDE et le FMI passent trop de temps là-dessus. Alors certes, je pense que leur travail, c'est de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, il ne faudrait pas que ça devienne plus gros que ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une menace sur la croissance mondiale. Alors, par contre, les politiques intérieures économiques de Trump sont extrêmement intéressantes, puisqu'on a une expérimentation de politique économique que personne n'avait tentée jusqu'à présent, qui est de continuer à stimuler la demande alors qu'on est au plein emploi. Normalement, quand on est au plein emploi, au contraire, on fait ce qu'on appelle du contrat cyclique, donc on remonte les taux d'intérêt, on réduit les déficits publics. Et aux États-Unis, au plein emploi, on baisse les taux d'intérêt et on augmente le déficit public. A priori, on peut dire c'est idiot. On gâche ses munitions, donc c'est vrai, c'est des munitions qu'on n'aura pas plus tard. Et dans le même temps, ça leur réussit, parce que cette politique, qu'est-ce qu'elle fait ? Les entreprises américaines sont confrontées à une forte demande, alors que c'est très difficile d'embaucher. Donc qu'est-ce qu'elles font ? Elles embauchent des gens qu'elles n'auraient pas imaginé d'embaucher, elles les forment. Donc vous voyez ce qu'on appelle le taux de participation, c'est-à-dire les Américains qui remontent, les Américains qui viennent par travail. Et deux, elles deviennent plus efficaces, donc elles refont des gains de productivité. Donc la stagnation séculaire, comme on dit aux États-Unis, c'est complètement fini. La productivité augmente pratiquement de 2% par an, donc on n'a plus du tout d'arrêt de la productivité, parce que les entreprises sont condamnées à être plus efficaces. Donc cette partie de la politique de Trump intérieure, elle a des effets. À nouveau, on peut questionner en disant, une fois que les taux sont en très bas, et le déficit public à 5% du PIB, on a mangé toutes les marges de manœuvre. Oui, parce qu'à un moment donné, le cycle se retournera. Voilà. C'est pas sûr du coup. Est-ce que vous évitez pas la récession ? Si vous évitez la récession, en fait, au lieu d'utiliser les marges de manœuvre de politique économique quand la récession est là, vous les utilisez préventivement. C'est prophylactique. Voilà. Et peut-être que ça marche ce truc. Et peut-être que les Européens pourraient regarder ça. Au lieu d'attendre que ça aille mal pour baisser les taux et faire du déficit, est-ce qu'un an ou 2 ans avant, en faisant la même politique, on n'évite pas que ça aille mal, quoi. Donc, honnêtement, c'est une expérimentation qu'il faut regarder de très près. Et ça va lui réussir au sens où il a prolongé la croissance des États-Unis, il a redressé la croissance potentielle des États-Unis. Alors, je dis Trump, c'est l'administration, la réserve fédérale, c'est plus vaste que ça. Donc la politique, la partie domestique de la politique économique, elle est quand même plutôt positive, honnêtement. Alors après, donc ça c'est sujet droit de douane, politique économique. Il y a maintenant la perspective électorale aux États-Unis qui est extrêmement... Donc ça exclut, il me semble, tout risque de récession aux États-Unis. Il y a trop de stimulus, il y a trop de donne un coussin de sécurité à Trump. Il y a un très grand coussin de sécurité sur la situation économique. Alors certes, on a 2% de croissance et puis 3 ou 4. Trump avait dit qu'il ferait 3,3, il va faire 2 ou 1,9. Enfin, 1,9 au plein emploi, personne ne se plaint. Et surtout, on ramène à l'emploi des Américains qui avaient quitté le marché du travail, ce qui est quand même extrêmement positif.
Alors, sujet suivant, c'est quand même beaucoup la grosse incertitude qui est la perspective politique aux États-Unis. Alors, il y a la procédure d'impeachment que vous mentionniez. Bon, là, tout le monde est d'accord en disant que c'est sans doute mauvais pour l'image de Trump, parce que quand même, les grandes turpitudes sont étalées à la télévision, hein, l'affaire ukrainienne, enfin bon. Mais par ailleurs, le Sénat fera corps derrière Trump, donc il n'y aura pas d'impeachment. Ça peut affaiblir son image dans l'opinion. Il peut, voilà. L'enjeu est là d'ailleurs pour lui. C'est un enjeu médiatique. Non, mais Nancy Pelosi, qui est la démocrate de la Chambre des représentants, c'est ce qu'elle veut. C'est affaiblir Trump dans la perspective de pas de la moindre illusion qu'il y aura un impeachment, mais elle pense qu'elle l'affaiblit pour la prochaine élection. Il y a ces histoires judiciaires sur sa fondation. Enfin, il y a plein de choses qui, quand même, sont pas très bonnes pour son image. Reste à savoir si ses électeurs sont sensibles à son image. Je suis pas tout à fait sûr, mais peut-être qu'à la marge. Bon. Mais le vrai sujet, bien sûr, c'est le résultat d'élections présidentielles. Parce qu'en gros, quand c'était Trump contre Hillary Clinton, ce n'était pas un sujet de marché. Hillary Clinton n'aurait pas bouleversé la vie économique des États-Unis. Si c'est Trump contre Elizabeth Warren, là, ça change du tout. On ne sait pas si ça sera ça, parce que peut-être que Michael Bloomberg sera candidat, et donc on aura un démocrate modéré, hein, comme Clinton. Mais si c'est Elizabeth Warren, alors c'est un changement complet, puisque c'est un programme socialiste. Hein, ce n'est pas un programme social-démocrate mou. Donc c'est le doublement du salaire minimum fédéral à $15 l'heure, ce qui est évidemment inflationniste. Taxation des hauts revenus et taxation du capital à des taux assez substantiels, puisque c'est 6%, c'est un ISF à 6%, en gros, sur les grandes fortunes. Extension de la couverture maladie publique à tous les Américains, avec un financement, bien sûr, par des cotisations sociales. Et donc, en gros... On change de modèle. Oui, alors, c'est pas étonnant que ces conseillers soient des économistes français, enfin, parmi ces conseillers établis aux États-Unis, parce qu'on voit bien qu'on est dans un modèle de type social-démocrate européen, quoi. On n'est plus du tout dans le modèle américain, où c'est les assureurs privés qui assurent contre la santé, ce qui fait d'ailleurs que 25 millions d'Américains n'ont pas de protection maladie, où on laisse les gens devenir très riches, où il y a très peu de redistribution, un taux de pauvreté qui est le double de celui de la France. Enfin, là, on revient dans un modèle assez français. Alors, c'est ce que disent les critiques républicains de cette politique, c'est on ne va pas faire comme les Français, quoi. Est-ce qu'elle peut gagner? On n'en sait rien. Honnêtement, personne n'en sait rien. Est-ce qu'elle peut même être la candidate des démocrates? C'est même pas tout à fait sûr, parce que c'est quand même très radical pour les États-Unis. Hein. Mais si elle est élue, alors à nouveau, une probabilité impossible à savoir aujourd'hui, sans doute faible, mais alors on est dans un autre monde. Parce que l'inflation revient aux États-Unis, taxation beaucoup plus élevée du revenu du capital, ce qui veut dire baisse des marchés, hein, si vous taxez plus la fiscalité du capital. Inflation, ça veut dire réaction de la Réserve fédérale et hausse des taux d'intérêt américains. Et évidemment, s'il y a hausse des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, hausse des taux d'intérêt à long terme dans le reste du monde, alors qu'aux États-Unis, ça serait contrebalancé par des salaires plus hauts, hein, pour les bas salaires, donc ça ne serait pas mauvais pour la croissance. Par contre, en Europe, on aurait les taux d'intérêt plus hauts sans les salaires. Donc mais est-ce que ça ne poserait pas un problème avec la dette qui atteint des niveaux colossaux? Ça pose un problème colossaux avec la dette. Donc on aurait une courbe des taux qui se quantifierait en Europe. Comment ça Jérôme Powell a bien dit que la dette atteignait des niveaux quasi insoutenables. Et puis nous, on a l'Italie qui a un niveau d'endettement très élevé, enfin même la France. Hein. Donc si les taux montent en Europe, indépendamment de l'économie européenne, simplement par corrélation avec les taux américains... Et les papillons, quoi. Et les émergents. On sait que la remontée des taux sur le dollar, c'est très mauvais pour le monde émergent. Qui est fortement dollarisé. Donc c'est un vrai sujet, Warren. Alors évidemment, on peut avoir une énorme sympathie pour le projet politique. C'est qu'il y a 40% des Américains en bas de l'échelle des revenus qui n'ont eu aucun gain de pouvoir d'achat en 30 ans. Imaginez ça en France. Les gilets jaunes, c'est une plaisanterie à côté de ce qu'on devrait avoir aux États-Unis. Si vous regardez le pouvoir d'achat des Américains, un taux de pauvreté qui est au-dessus de 20%. Enfin, c'est monstrueux. Hein, la situation sociale des États-Unis. Je ne vous parle pas des opiacés, des problèmes de santé, etc. Et des tonnes de gens qui n'ont aucune couverture maladie. Avec une baisse de l'espérance de vie chez certaines... Une baisse de l'espérance de vie chez les gens d'âge moyen blanc. C'est les opiacés, l'alcool, enfin, ce genre de choses. Donc c'est épouvantable, la situation sociale et politique des États-Unis. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ça n'ait pas craqué plus tôt. Donc on peut avoir d'ailleurs la conviction profonde que si ce n'est pas en 2020-2021 qu'on change de politique, plus tard, on changera de politique. Et donc, on reviendra à un modèle social qui est plutôt celui des années 60, 70, 80,
ce qu'on appelle, nous, économistes, le conflit pour le partage des revenus, hein, c'est-à-dire avec des syndicats plus puissants, donc des salaires qui augmentent plus vite, donc davantage d'inflation, des taux d'intérêt plus élevés. Donc on revient un peu au modèle d'avant Reagan, si vous voulez, hein, donc qui est un modèle avec des implications sur les taux d'intérêt et qui, évidemment, qui sont très importantes. Je reviens aux perspectives de croissance, parce que, bon, vous disiez, là on est au plein emploi, alors cette politique économique qui vise à doper finalement l'activité alors qu'on arrive en fin de cycle est une expérience d'un point de vue d'économiste plutôt intéressante, dont on pourrait peut-être s'inspirer. On verra les résultats, il faut encore laisser un peu de temps au temps, mais il y a une stat qui est tout de même un peu préoccupante et c'est un indicateur avancé, je vous la soumets parce que c'est tout de même le taux de défaut sur les crédits à la conso. Parce que généralement, c'est tout de même un indicateur de fin de cycle. Or, il remonte assez sensiblement aux États-Unis. Il remonte un tout petit peu. Il remonte tout de même. Oui. Le taux de défaut sur les crédits immobiliers, sur les mortgages, lui remonte pas du tout. Le taux de défaut sur les crédits de cars ne remonte pas du tout. Par contre, ce qu'on voit remonter, c'est le taux de défaut sur les crédits auto. Si vous regardez, aussi, les crédits auto, c'est... Les crédits auto. Qui est là, on a une vraie... C'est ce bout-là qui remonte, ça, c'est les taux de défaut sur les crédits auto. Avec en plus pas mal d'emprunteurs en situation de capital négatif. Hein. Oui, mais si vous voulez, quand même, est-ce qu'on peut être très inquiet? Les prix de l'immobilier continuent à monter, parce que les taux d'intérêt à long terme sont bas et même sont en dessous de 2%. Hein. L'emploi continue d'augmenter de 120 000 par an. Les salaires augmentent d'un peu plus de 3% par an. L'inflation est en dessous de 2, donc il y a 1,5 point pratiquement de hausse du pouvoir d'achat des salariés. Il n'y a pas, si vous voulez, le problème de l'endettement, c'est un problème très général qui est intéressant de regarder ici. Il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des taux d'endettement très élevés. C'est l'argument de ceux qui sont pessimistes en disant ça ne va pas tenir parce que les taux d'endettement sont très élevés. Oui, mais tant que les taux d'intérêt sont très bas, il ne se passe rien. Donc évidemment, d'où l'intérêt justement pour le résultat de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a plein de choses qui aujourd'hui ne sont pas un problème. Donc aux États-Unis, par exemple, les crédits à la consommation, hein, parce que les taux d'intérêt sont très bas. Et qui viendrait très rapidement un problème s'il y avait une remontée des taux d'intérêt. Mais c'est vrai en Europe, hein. La dette de l'Italie, c'est vrai au Japon. L'État japonais a une dette qui fait 235% du PIB, et comme il se finance à zéro, évidemment, il ne se passe rien. La dette du secteur privé dans certains pays, dans la plupart des pays de l'OCDE, le secteur privé s'est désendetté, mais pas au Canada, pas en France, pas aux Pays-Bas, pas en Suède, pas en Australie, par exemple. Et donc, évidemment, dans ces pays-là, il y a un problème de l'endettement du secteur privé. C'est que le gouverneur de la Banque de France parle souvent de la dette des entreprises en France. Donc, évidemment, vous avez raison, il y a une fragilité financière qui est évidente, mais tant qu'il n'y a pas de remontée des taux d'intérêt, elle ne déclenche rien. Hein. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce qu'il peut y avoir un choc qui ferait remonter les taux d'intérêt ? Et quand on réfléchit à ça, on se dit que c'est assez peu probable que les salaires augmentent beaucoup. Donc l'inflation venant spontanément des mécanismes économiques dans des mondes très déréglementés avec beaucoup de concurrence, ça paraît peu probable. Le pétrole, la production de pétrole américaine continue d'augmenter beaucoup et l'OPEP vient de sortir d'un rapport très intéressant la semaine dernière qui donne des prévisions de croissance énormes de la production de pétrole aux États-Unis. Donc on va sans doute avoir trop de pétrole dans le monde et probablement des prix qui vont baisser. Et donc, il reste l'échéance électorale américaine, qui est un peu la seule idée qu'on a d'un choc qui pourrait ramener rapidement plus d'inflation. Et là, effectivement, vous déclenchez quelque chose de dangereux, qui est le retour de l'inflation dans un environnement où il y a beaucoup de dettes, y compris la dette de l'État aux États-Unis, qui est de 105% du PIB, qui est quand même très élevé. Donc, vous avez raison, mais je pense que... C'est pour ça que mes collègues qui annoncent des récessions parce qu'il y a de la dette vont pas assez loin. Si on veut annoncer une récession, il faut dire il y a de la dette et en plus les taux vont monter. Et donc si Trump est réélu, les taux ne vont pas monter. Hein, et donc la dette sera insignifiante. Finalement, le facteur déterminant de cette équation, il est avant tout politique. À nouveau, sans doute on manque d'imagination. Mais si on vous donne une feuille blanche, on vous dit écrivez, alors pas ce qui pourrait provoquer une remontée graduelle et lente des taux d'intérêt, mais écrivez ce qui pourrait provoquer une remontée rapide des taux d'intérêt. Quel mécanisme ? Dans le monde où ils sont, la seule solution, c'est une re-réglementation des marchés du travail qui redonne des pouvoirs de négociation aux syndicats. Et donc c'est par exemple l'élection d'un démocrate ou d'une démocrate de gauche aux États-Unis. Bon, en tout cas...
selon vous, aujourd'hui, les États-Unis ne constituent pas un risque du point de vue de l'investisseur? C'est la conclusion. Oui, mais on a quand même une grosse incertitude politique qui est l'élection. Et comme c'est dans un an, c'est quand même un risque de ce point de vue pour ça les va créer de la investisseurs. volatilité. Ce n'est pas un risque d'économie, on a un risque politique aux États-Unis. On a compris. Patrick, merci. Merci Vincent.